Bonjour à toutes et à tous. Je suis la journaliste Delphine Legrand. Je suis accompagnée de la chroniqueuse Salimata. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers genrés et pour cela, nous allons accueillir Agdélaïde et Emmanuel qui donneront chacun leur avis sur le sujet. Mais avant toute chose, quelles sont les professions dites genrées? Eh bien, les professions perçues comme féminines sont les métiers de soins, de l'accueil, garde d'enfants, infirmière, aide médicale, réceptionniste. Et les métiers perçus comme masculins sont du domaine de la conduite, de la mécanique ou du secours, chauffeur routier, électricien et pompier. Il faut savoir que les métiers genrés ont commencé en 1907, où une loi autorisait les femmes à toucher un salaire seulement si le mari de celle-ci était d'accord. Et pendant la Première Guerre mondiale, les hommes étaient remplacés par leurs femmes dans les usines. Ainsi, ce n'est que le 13 juillet 1965 qu'une femme mariée peut exercer, ce- exercer une activité professionnelle sans le consentement de son mari. Donc, sur l'échelle humaine, les femmes ne travaillent que depuis peu. Pensez-vous qu'en 2025, nous fassions des différences de genre dans le monde du travail? Adélaïde, vous avez la parole. Alors oui, en 2025, il existe encore des différences de genre dans le monde du travail et elles se manifestent à plusieurs niveaux. Je pense notamment aux écarts salariaux persistants. Une étude de l'INSEE sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes montre un écart de revenu salarial global. Donc en 2022, dans le secteur privé, le revenu salarial annuel moyen des femmes est inférieur de 23,5% à celui des hommes. Cet écart s'explique en partie par un volume de travail annuel moindre pour les femmes, qui sont moins souvent en emploi au cours de l'année et qui travaillent plus fréquemment à temps partiel. Ça montre aussi un écart de salaire à temps de travail comparable. À temps de travail égal, donc équivalent temps plein, le salaire annuel moyen des femmes est inférieur de 14,9% pardon, à celui des hommes. Emmanuel, vous voulez rebondir sur le sujet? Oui, tout d'abord, je parlerai des différences de choix professionnels. Les femmes et les hommes ne choisissent pas toujours les mêmes secteurs d'activité. Certains secteurs plus féminisés, par exemple l'éducation à 68,5%, la santé à 74,7% en 2020 selon l'INSEE, sont globalement moins rémunérateurs que d'autres, où les hommes sont plus représentés. Le bâtiment et les travaux publics sont des secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Les femmes sont généralement peu présentes, notamment dans les métiers de production. 12% des femmes sont recensées en 2021, 10% dans le bâtiment, 2% dans les travaux publics. Cette représentation est moindre s'agissant des métiers techniques et de l'encadrement, 9,6%, et d'autant plus s'agissant de la production, 1,6%. L'écart salarial reflèterait donc davantage ces différences de choix que de la discrimination. La négociation salariale et ambition professionnelle. Selon l'étude de l'APEC, une association pour l'emploi des cadres suggère que les hommes négocient plus souvent et plus fermement leur salaire que les femmes. 61% pour les hommes, pas 55% pour les femmes. Une part de l'écart pourrait donc s'expliquer par les différences dans l'attitude face aux augmentations et promotions, et elles sont beaucoup plus nombreuses en proportion que les hommes cadres à penser que leur profil ne présentait pas les atouts suffisants pour être en position de négocier. Même si les écarts salariaux existent, ces contre-arguments mettent en avant que les différences de revenus ne proviennent pas forcément d'une discrimination directe, mais plutôt de facteurs liés aux choix individuels, aux contraintes personnelles et aux dynamiques du marché du travail. Nous allons passer à la chronique. Je donne l'exemple. Le statut de la sage-femme hospitalière de la fonction publique est créé par le décret de 1989. En 1984, la fonction publique s'ouvre aux hommes qui restent toutefois très minoritaires. Selon le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, ils représentent moins de 2% des sages-femmes actives. Monsieur Willy Bilassène fait partie des premiers diplômés après presque 40 ans au service des mamans et des bébés. C'est en 1982 que la profession de sage-femme a été officiellement ouverte aux hommes par une directive européenne. Selon Franck Gonvoy, professeur aménagement et ressources humaines, le nombre de femmes ingénieurs a évolué. Il est passé de 19,4% de diplômés en 1988 à 27,8% en 2013.
Pourtant, les femmes restent majoritairement cantonnées à une douzaine de familles de métiers sur un total de 87. Au sujet de la mixité professionnelle, depuis les années 80, le travail sur le genre des métiers fait l'objet de nombreuses actions visant à donner une image mixte aux métiers pour permettre aux hommes et aux femmes de s'y identifier. Par ailleurs, en 2025, l'objectif annoncé du gouvernement est de passer d'une proportion de 19% de métiers mixtes dans l'emploi total à 30% de métiers mixtes. Cela nécessite que les entreprises renforcent les actions afin d'aboutir à un nombre équivalent d'hommes et de femmes dans les effectifs. Cette ambition passe de plus souvent par un renforcement du taux de féminisation. L'importance accordée aux gens du métier tend de s'éteigner avec les nouvelles générations. Je remercie Salimata. Emmanuel, quels sont les métiers genrés? Comme vous l'avez dit précédemment, dans les métiers majoritairement masculins, on retrouve souvent, en première position, le BTP et les travaux publics, tels que les maçons, les charpentiers. En deuxième position, l'ingénierie et l'informatique, tels que les développeurs et les ingénieurs en mécanique. En troisième position, le transport et la logistique, tels que les chauffeurs routiers, les mécaniciens. Et dans les métiers majoritairement féminins, on peut citer en première position les soins et la santé, infirmières et soignantes. En deuxième position, l'éducation et la petite enfance, les professeurs des écoles, assistantes maternelles. Et en troisième position, les services à la personne, tels que les aides à domicile ou les auxiliaires de vie. Vous êtes d'accord avec ce qui vient de dire Emmanuel, Adélaïde? Bah, oui, en France, il y a évidemment des métiers à prédominance masculine ou féminine, malheureusement. Pouvez-vous nous dire quelle profession manque d'hommes ou de femmes, selon vous? Sûr. Dans les métiers à prédominance masculine, par exemple, d'après un article de ADP sur les métiers genrés, on apprend que les femmes représentent moins de 10% des effectifs dans le secteur de la construction et de l'agriculture. Et pour ceux à prédominance féminine, une étude de France Travail montre que le service à la personne et à la collectivité, donc il y a 24,9% des femmes inscrites à France Travail qui se dirigent vers ces métiers contre 3,3% des hommes. Emmanuel, voulez-vous rebondir? Au niveau des métiers qui manquent d'hommes, le secteur de l'action sociale, tels que les assistants sociaux et éducateurs spécialisés, est très féminin. 78,9% des salariés du secteur de l'action sociale sont des femmes. Pour les métiers qui manquent de femmes, on se tournera plutôt vers les ingénieurs, l'énergie et la science, tels que les métiers du nucléaire, de l'aéronautique ou des chercheurs en physique. En 2019, il y a 1 million d'ingénieurs en France et seulement 23% de femmes. Je tiens à revenir sur les propos de la chroniqueuse sur l'étude de Frank Gavoil. Cette répartition, elle est souvent influencée par des stéréotypes et des normes socioculturelles, ce qui, pour moi, souligne l'importance de promouvoir la mixité professionnelle et pour favoriser l'égalité des genres dans le monde du travail. Êtes-vous d'accord avec ça, Emmanuel? Oui, tout à fait. Je rebondirai même sur encore des propos de Salima tout à l'heure. Le passage de 19,4% en 1988 à 27,8% en 2013 montre déjà une évolution significative vers plus de mixité. Si les stéréotypes étaient une contrainte absolue, cette progression serait plus lente, voire inexistante. Donc, comme vous disiez, Adélaïde, pour vous, la mixité est nécessaire dans le monde du travail? La mixité homme-femme est essentielle dans le monde du travail pour plusieurs raisons. Il y a une amélioration de la performance des entreprises. Selon le MAC, des équipes composées de 40 à 60% de femmes obtiennent des performances plus durables et prévisibles. Mais aussi, promouvoir la mixité, ça contribue à réduire les inégalités salariales et à offrir des opportunités de carrière équitables pour tous. Ça contribue aussi à instaurer une culture d'entreprise plus inclusive. Et vous, Emmanuel, quel est votre avis sur la question? L'objectif d'une entreprise est avant tout de recruter les personnes les plus compétentes, peu importe leur genre. Imposer des quotas de mixité pourrait parfois conduire à privilégier le genre plutôt que les compétences, ce qui ne serait pas toujours bénéfique. Dans certains secteurs, où il y a naturellement moins de candidates ou de candidats, comme les femmes en informatique ou les hommes dans la petite enfance, forcer la mixité pourrait déséquilibrer le recrutement. Pour continuer de tendre vers cette révolution, on pourrait donc se poser la question comment lutter contre les inégalités de genre au travail? Adélaïde. Alors, pour lutter contre les inégalités de genre au travail, il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en place.
On pourrait allonger le congé paternité, donc en équilibrant la durée des congés parentaux. Cela encouragerait un partage équitable et des responsabilités familiales, et ça réduirait l'impact sur la carrière des femmes. On peut également encourager la mixité des métiers en sensibilisant les jeunes aux carrières non traditionnelles pour leur genre, afin de diversifier les choix professionnels, mais encore assurer l'égalité salariale. Les entreprises doivent veiller à ce que les femmes et les hommes perçoivent une rémunération identique pour des postes équivalents. Emmanuel, vous voulez prendre la parole? Oui. Alors, bien que l'idée d'équilibrer les congés parentaux soit louable, elle ne garantit pas forcément un partage équitable des responsabilités familiales. Certaines familles préfèrent une répartition traditionnelle des rôles et imposer un modèle unique pourrait ne pas convenir à tout le monde. Plutôt que d'imposer une égalité stricte des salaires, il faudrait surtout encourager chacun, homme comme femme, à mieux négocier leur rémunération et à choisir des carrières où les perspectives salariales sont plus élevées. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Salimata, Emmanuel et Agdelaïde. Bonne journée à tous.